Notre page spéciale élection, donc pendant près d'une heure jusqu'au scrutin du 17 mars, on est ensemble donc chaque soir pour décortiquer les moindres faits et gestes des candidats. On vous l'a dit, Moshe Carlon sera notre invité ce soir dans une quarantaine de minutes. On vous fera vivre également la campagne au travers des réseaux sociaux. Ce sera avec Rudy Saada. Et puis notre débat chaque soir avec nos invités. Je salue Pierre Besnénou, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la campagne francophone pour l'Union sioniste qui se porte bien dans les sondages. D'ailleurs, on va le voir dans un instant. Je salue Nadia Ellis, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialiste dans l'analyse des discours. Et puis Colette Avital pour le parti Meretz nous rejoindra dans un instant. Je voudrais qu'on regarde le sondage du jour. Il est signé Maariv, dévoilé ce matin. Et c'est un sondage qui montre qu'une nouvelle fois, en tout cas, l'Union sioniste est donnée juste devant le Likoud. Vous le voyez, 23 sièges pour la liste emmenée par Herzog et Livni, le tandem. 22 donc pour le Likoud de Netanyahou. 13 sièges pour la liste arabe unie qui se pose de plus en plus en arbitre possible. On va en parler d'ailleurs ce soir. Yesh Atid, Yair Lapid, 13 sièges également. 12 pour Naftali Bennett et Foyer Juif. Et puis 8 pour celle de notre invité de tout à l'heure, Moshe Carlon avec Kulanu. On va jeter un coup d'œil sur les partis qui récoltent beaucoup moins de voix, mais qui auront aussi sans doute leur mot à dire dans cette campagne. Est-ce qu'on peut voir justement la deuxième partie de ce graphique? Le voilà, pour voir donc que ça va pas toujours très bien pour Victor Lieberman qui a du mal à décoller. 5 sièges pour Israël Beitenu, 4 pour Yachad, l'un des partis religieux, alors que Chasse est à 7 dans cette dernière enquête. Et puis Meretz, donc l'autre parti de gauche qui est à 6 sièges. Voilà donc pour cette enquête dévoilée aujourd'hui. Pierre Besnénou, c'est peut-être une tendance qui est en train de se dégager dans cette fin de campagne. En tout cas, l'Union sioniste semble avoir maintenant, on va dire, le leadership dans cette campagne, ce qui n'a pas été le cas au début. Jusqu'à présent, effectivement, il y avait presque une égalité entre le Likoud et l'Union sioniste. Mais il y a un élément un peu plus important sur les chiffres, c'est que les listes de centre et de centre-gauche représentent aujourd'hui un nombre de députés plus important que la liste de droite et d'extrême droite. Et si vous rajoutez le Likoud à la liste de Bennett, vous voyez que le total est inférieur à la liste de l'Union sioniste, que l'on pourrait rajouter, je dirais, naturellement, avec Yesh Atid et avec celle de Moshe Carlon, Kulanu. Donc c'est non seulement pour l'instant l'Union sioniste qui est en tête, mais surtout aujourd'hui un renforcement de cette ligne de centre-gauche. Ouais. Alors ça ne suffit pas quand même par une majorité absolue, mais enfin on va en parler. Nadia Alice, un commentaire. Est-ce que vous sentez une évolution dans cette campagne, un basculement ou pas de l'opinion, ou ça reste quand même toujours très incertain? C'est très difficile à voir parce que les réseaux sociaux que j'analyse normalement se construisent un peu autour d'un même public. Donc à partir du moment où dans un réseau social on est entouré par des gens de gauche, on a tendance à voir plus les commentaires des gens de gauche et également par rapport à la droite. Je crois que ce sera intéressant de voir ce samedi quand il y aura vraiment la manifestation qui place Rabin pour le changement, donc contre Netanyahou. Il faudra voir vraiment quel est le discours qui viendra après ce genre de manifestation et quel genre de conséquences ça va avoir aussi sur les sondages. Alors on va analyser tout cela en détail dans un instant. Colette Avital va nous rejoindre, mais on va aussi vous parler de ceux qui appellent à ne pas voter, car il y a un mouvement qui s'est créé pour justement refuser le vote en raison peut-être du nombre trop répété, trop fréquent des élections en Israël. Un mouvement orchestré justement par un magistrat et qui appelle les Israéliens à ne pas aller voter. C'est un reportage d'Uri Shapira avec Léa Volbert. Yaniv Moyal, avocat à Tel Aviv, lance une campagne bien particulière à moins d'un mois des élections législatives. Il appelle les électeurs israéliens à ne pas voter. Pour lui, le système électoral israélien est une immense fraude. Mon but est d'arriver à 50% d'électeurs en moins. Il faut délégitimer ce système. Et Moyal n'est pas seul. Selon l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, seulement 67% des électeurs se sont rendus aux urnes en 2013. Un taux de participation plus élevé qu'aux États-Unis, mais inférieur à l'Australie et nettement plus faible que lors de toutes les dernières élections israéliennes.
À peine 2 ans après le vote de 2013, le taux de participation a peu de chances d'augmenter. Le groupe ultra-orthodoxe antisioniste Satmar, dont les adhérents refusent de reconnaître Israël, a choisi de ne pas voter. Récemment, un rabbin de cette communauté a promis $100 à toute personne qui ne présenterait pas son bulletin de vote. Mais pour certains, l'urne est au contraire le dernier recours. Shir Nosatsky a mené une croisade socio-économique en 2011 qui a incité des milliers de personnes à manifester contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, malgré les difficultés, elle incite les jeunes à aller voter. Quelle est l'alternative? Je vous le demande. Quand quelqu'un ne va pas voter, il ouvre la voie à une solution avec un seul État. Cette attitude peut conduire à une réalité bien pire que celle que nous connaissons actuellement. Mais en Israël, en 2015, les citoyens ne font plus confiance au système. En mars prochain, beaucoup seront sur la plage, d'autres prieront dans une synagogue de Jérusalem, d'autres encore se promèneront dans les rues de Tel Aviv. Reste à savoir combien prendront le temps d'aller voter. Voilà, donc il y a un mouvement pour ne pas voter, Nadia Ellis, en Israël. C'est une habitude ou c'est quelque chose qui est propre à cette élection ? Non, c'est pas propre à ces élections. Il y a une grande partie de la population qui ne vote pas toujours. Normalement, ceux qui ont le pourcentage de vote le plus bas, ce sont les Arabes et aussi les nouveaux immigrés, qui effectivement ne comprennent pas trop ce qui se passe en Israël pour des problèmes de langue, pour des problèmes d'intégration, et aussi parce que la culture politique en Israël, elle est très différente par rapport au pays d'où ils viennent. Et puis, il y a les jeunes qui ne votent pas beaucoup parce qu'ils sont déjà désespérés avant même de commencer. Donc un vote assez bas, c'est normal, et j'espère que cette fois-ci ce ne sera pas le cas, parce qu'en tout cas il y a beaucoup de mouvements au-delà de celui-ci qui invitent les gens à ne pas voter, qui essayent de faire voter justement les gens, parce que si on veut un changement, effectivement il est indispensable que les gens aillent voter. Alors justement, un des partis qui appelle à ce changement, c'est Meretz. Bonsoir Colette Avital, vous faites partie de ce parti, donc Meretz, qui est crédité dans le dernier sondage qu'on va revoir, qui est dévoilé aujourd'hui par le quotidien Maariv, enquête qui crédite Meretz de 6 sièges, donc projection de sièges, d'intention de vote pour la prochaine Knesset. Si on regarde un petit peu la campagne, est-ce que vous avez l'impression que les sujets que défend Meretz en priorité, c'est-à-dire notamment les sujets sociaux, sont portés? Est-ce que ça dessert finalement Meretz et que ça explique peut-être ce faible nombre de votants? Comment... Écoutez, le Meretz, c'est un petit parti. Malheureusement, je crois qu'il aurait avantage à grandir, et s'il n'y avait pas eu cette union, l'union sioniste, je crois que nous aurions pu obtenir beaucoup plus de sièges. Aujourd'hui, nous voyons toute une dynamique de jeunes gens qui disent « Pourquoi gaspiller mon vote? Essayons de tout faire pour renforcer ce grand groupe qui est en train de se former. » Et c'est à cela que nous devons faire face. C'est un parti qui préconise certaines valeurs depuis très longtemps. Les droits de l'homme qu'ils ont mis à l'ordre du jour en Israël, ça n'existait pas. Certainement l'accord avec les Palestiniens et la fin. C'est vraiment la gauche. C'est un parti social-démocratique tel qu'on connaît de tels partis en Europe, certainement en France. Et Pierre Besnénou, vous vous sentez proche ou pas politiquement à l'Union sioniste de Meretz? Je voudrais d'abord faire un commentaire sur ces chiffres qui, malheureusement, ne met pas suffisamment en avant. Il y a un premier constat par rapport à la liste du Likoud. 80% des électeurs votent contre Bibi Netanyahou. C'est quand même un chiffre qui doit faire réfléchir. Et je reviendrai sur l'éventuelle alliance ou rapprochement avec le Meretz. Mais si vous prenez la liste du Likoud, 23 sièges, 24 sièges, c'est-à-dire à peu près 20% du nombre de députés à la Knesset, ça veut donc dire qu'il y a 80% des votants qui ne votent pas pour Bibi Netanyahou. Donc vous mettez tous les partis contre lui. C'est un fait. Ouais. Non, je ne mets pas tous les partis contre lui. Je dis simplement, les Israéliens qui vont aller voter et qui malheureusement ne sont pas suffisants, mais 80% de ceux qui vont voter ne votent pas Bibi Netanyahou. 80% des gens qui vont aller faire quand même cette démarche de mettre mais ça a toujours été comme ça en Israël. Il y a toujours eu un morcellement des votes. Sauf que nous avons un Bibi, nous avons un Bibi Netanyahou qui est là depuis 6 ans, et donc c'est une sanction de sa politique de 6 années, et c'est aussi quand même une réaction de dire on est prêt à aller voter de l'extrême gauche à l'extrême droite, orthodoxe ou pas, mais pas Bibi Netanyahou. C'est le premier constat.
Dans le passé, je suis désolé, juste de rappeler sans pouvoir donner des chiffres, je suis un nouvel immigrant, je voterai pour la première fois le 17 mars et j'en suis très fier. Mais j'ai suivi la politique israélienne toutes ces années. Il y avait 2 blocs significatifs qui étaient, et Colette est bien placée pour le savoir, qui représentaient un nombre non négligeable qui tournait autour de 40, 35, 40, jusqu'à un certain moment plus ancien, à une certaine époque plus ancienne, jusqu'à 48, voire 50. Donc on ne peut pas dire que c'était tout le temps comme ça. Mais ce fait-là n'est pas encore suffisamment mis en avant. 80% des Israéliens qui votent ne veulent plus de Bibi Netanyahou. Mais Premier le paradoxe. Premier constat. Le paradoxe. Et je ne veux pas rajouter ceux qui ne votent pas, qui amènent quand même un vrai problème sur le système électoral. Et je crois que vous en avez souvent parlé ici, mais c'est encore plus flagrant aujourd'hui à cause de la fragmentation. Le deuxième élément qui n'est pas neutre, c'est que, effectivement, si nous avons avec, je dis nous, l'Union sioniste, parce que je suis fier aujourd'hui en tout cas d'essayer de convaincre la partie des francophones nouveaux immigrants qui malheureusement soit ne votent pas, soit ont plutôt tendance à avoir une vision droite-gauche à la française, de dire simplement que nous avons effectivement sur des points importants de la vie des Israéliens, et en particulier sur le point social, une proximité avec le Meretz, qui ne fait pas de doute et dont nous sommes très très fiers d'avoir des valeurs profondes de sociaux-démocrates que revendique le Meretz. Donc oui, sur un certain nombre de points, nous sommes très proches. Mais nous sommes très proches de Yesh Atid, nous sommes très proches de Kulanu, du parti de Moshe Carlon, sur un certain nombre de points, et en particulier, casser les monopoles, c'est un sujet, le programme social qui avait été développé et qui malheureusement a été mis de côté par M. Netanyahou lorsque le parti du Likoud avait commencé à envisager, après 1 million d'Israéliens dans les rues, à penser que sur le plan du social, il fallait faire des choses. Donc oui, nous avons une proximité avec le parti Meretz, mais aussi avec d'autres partis au centre. Et c'est cette prétention que nous avons de venir on va y venir dans un instant. Quelle coalition? Vous vouliez dire un mot là-dessus? Oui, je voulais juste dire que c'est intéressant de voir les proximités dont vous parlez en fait se retrouvent dans le discours. À partir du moment où on ne peut plus parler de paix, de processus de paix, c'est devenu un sujet tabou dans ces élections. On n'en parle quasiment pas. Et donc la plupart des partis se recentrent, sauf le Likoud, mais ils se recentrent sur le côté social et économique, que ce soit de Carlon jusqu'à Meretz, justement, et ce qui fait qu'effectivement, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de choses en commun, qu'ils traitent pratiquement les mêmes sujets. En réalité, leurs positions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais à partir du moment où c'est une campagne qui se concentre sur... On est contre Bibi, d'abord, donc ça c'est première chose en commun. Deuxième point en commun, il faut se concentrer sur l'économie, il faut se concentrer sur le social. C'est Netanyahou qui parle tout le temps de sécurité, 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 on en a marre, donc il faut parler d'autres choses. Voilà que ça regroupe énormément de partis qui sont finalement assez différents les uns des autres pour se distancier en fait de Netanyahou qui ne fait qu'une campagne qui tourne autour de la sécurité de l'Iran, etc. Bon, ça on l'a vu évidemment aussi avec son discours au Congrès. Colette Avital. Écoutez, je crois qu'il y a un phénomène étrange dans la politique israélienne, et je parle rapprochement parti travailliste, ex-parti travailliste, Union socialiste avec par exemple le parti de Carlon, c'est qu'on peut imaginer une situation où certaines personnes sont de gauche en ce qui concerne le social et complètement à droite en ce qui concerne la politique étrangère d'Israël. Et donc, il n'y a pas vraiment une certaine cohérence. Et c'est ce qui crée les problèmes. Parce que je crois que si vous regardez le parti de M. Carlon, Kulanu, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, et lui-même, c'est un monsieur qui a toujours appartenu à la droite. Vraiment, il ne voit pas de possibilité d'un accord avec les Palestiniens. Et donc, je me pose la question, non pas de proximité aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'on forme une coalition? Comment est-ce qu'on peut vivre dans une coalition? Alors, Israël a toujours eu
des gouvernements de coalition. Mais depuis au moins une dizaine d'années, il y a deux problèmes. Un problème, c'est que soit on peut se mettre d'accord sur un programme commun économique, et alors ne pas parler de la politique étrangère, soit on serait d'accord sur la politique étrangère, mais pas sur les dossiers économiques. Mais il n'y a pas depuis 10 ans, il n'y a pas eu de coalition où les deux dossiers ont pu être harmonisés sous un même toit. Et donc, c'est ça le gros problème. Alors, quoi qu'il en arrive, oui, non, mais c'est aussi un autre phénomène dont on n'a pas parlé. Oui, il y avait dans le temps des grands partis. Lorsque vous êtes un grand parti, c'est à vous de former le gouvernement. Vous dites, voilà, c'est ma politique. Maintenant, ceux qui veulent se joindre à moi, très bien. Mais si vous avez des petites fractions, si le plus grand parti politique a 25 ou 26 mandats, alors c'est une vie politique fragmentée, c'est une classe politique totalement atomisée et il est très difficile de maintenir une coalition ou d'avoir une politique commune et de se mettre d'accord. Et je me pose la même question pour tous ceux qui vont arriver au pouvoir et peut-être mon scénario, le pire scénario, c'est une coalition entre M. Netanyahu et M. Herzog. Là, vraiment, ce serait la discorde. Est-ce qu'elle est possible, cette coalition? Parce que chacun dément, mais en même temps, parfois, on se dit que de manière pragmatique, ça pourrait être envisagé pour dégager une majorité stable. Alors, je voudrais juste, Nadia, si vous le permettez, vous rappeler quand même que dans la position de Tzipi Livni et de Herzog, il y a un message extrêmement fort sur la sécurité et sur la paix. Il y a... Sur la paix, il n'y a absolument rien. Je suis désolé. Herzog a dit et répété qu'il était prêt à se rendre à Ramallah, qu'il ferait tout ce qu'il faut pour relancer le processus de paix, relancer les discussions. Quant à Tzipi Livni, dit et répète que son objectif, c'est de faire en sorte que cet État soit un État juif et que cela passe par une paix avec nos voisins. Et c'est quand même un discours qui est en permanence. C'est un discours. Non, voilà, mais c'est pas un discours. C'est pas en permanence, c'est ça le problème. Je suis désolé. Non, moi aussi, je suis désolée. J'aimerais bien que ce soit autrement. Là-dessus, c'est extrêmement clair. Non, c'est pas clair du tout. Tzipi Livni s'est battu toutes ces années de la période où elle a quitté le Likoud. Votre candidat pour le ministre de la Défense, qui dit qu'il n'y a pas moyen de se mettre d'accord avec les Palestiniens. Ne parlez pas d'un gouvernement aujourd'hui hypothétique sur une coalition qui n'existe pas encore. Ce qui est évident. Non, mais je suis désolé. Non, mais je parle pas de ce qui s'est passé il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou même il y a 2 ans. Je vous parle du discours qu'il y a maintenant. La ligne principale de l'Union sioniste, Tzipi Livni et Herzog, c'est d'avoir un État juif. J'aimerais qu'elle le soit. Et c'est une ligne extrêmement claire, extrêmement définie. Un État juif, relance de la négociation, on a suffisamment critiqué. On l'a vu dans les spots publicitaires du Likoud, qui accusait effectivement Tzipi Livni d'aller changer de parti pourvu qu'elle puisse continuer à négocier avec les Palestiniens. Ce que je veux dire simplement, c'est la vérité. En l'espace de 4 ou 5 ans, elle a passé 4 partis politiques. C'est vrai, mais elle n'a pas changé une seule fois d'idée, une volonté que nos petits-enfants vivent dans un État juif et que la séparation avec les Palestiniens soit nette. Oui, tout le monde le veut, peu agissent. Tzipi Livni s'est battue, a agi. Depuis l'époque où elle a quitté le Likoud avec le Premier ministre Sharon, avec Ehud Olmert, elle a continué à se battre. Quant à Herzog, il dit et il répète qu'il est prêt à aller négocier avec les Palestiniens. Qu'il y ait au sein de l'Union sioniste des gens qui soient plus sceptiques que d'autres sur la capacité de réussir à tomber d'accord avec les Palestiniens, je vous l'accorde. Et si vous prenez effectivement Moshe Karlan, vous allez le recevoir tout à l'heure, vous pourrez lui reposer la question. Lui, il n'est pas du tout opposé à essayer, il est encore plus sceptique. Mais la volonté d'une séparation nette avec les Palestiniens pour un État, ce qui n'est pas la position de Bennett, ce qui n'est pas la position de Bennett, ce qui n'est pas la position... Non, ce n'est pas la position de Meretz, un accord de paix avec les Palestiniens. Bennett, c'est donner des passeports israéliens au territoire de Cisjordanie annexé.
Donc on est quand même dans une situation où à l'Union sioniste, l'objectif de la paix et de la sécurité est un objectif premier. J'ai un grand défaut. Donc, par rapport à Meretz, où effectivement le débat sur le social est le quasi J'ai un grand exclusif. défaut, Monsieur Besnénou. Je lis les programmes électoraux des partis. Je suis peut-être l'une des seules personnes à les parcourir d'un bout à l'autre. Et j'ai lu le programme électoral du Parti travailliste. Il n'y a pas un mot sur la séparation. Il n'y a pas un mot sur la paix. Ce qu'il y a dans votre programme électoral, et je vous le conseille franchement de le lire, et ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'appartenais au Parti travailliste pendant beaucoup d'années. Alors, ce qui est écrit, c'est qu'Israël va tout faire pour sortir de son isolement. C'est ça la politique étrangère d'Israël. Point à la ligne. Et ça, je regrette. Ce n'est pas seulement les discours, ce n'est pas seulement la propagande électorale. J'espère franchement que la politique du Parti travailliste est une politique qui fera qu'on ne se laissera pas à nouveau entraîner, mais qu'il y aura un programme, qu'il y aura une initiative, qu'on répondra à l'initiative de paix arabe. Je ne l'ai vu nulle part. Mais c'est la principale critique à Tzipi Livni. Comment pouvez-vous dire ça? La principale critique aujourd'hui, dans les médias, dans la rue, c'est de dire Tzipi Livni est prête à tout prix à les négocier. Mais elle est à l'Union sioniste, on parle de l'Union sioniste, elle est la numéro 2. Non, mais je veux bien. Aujourd'hui, une des principales critiques, c'est effectivement la volonté de continuer de relancer le processus de paix, alors que d'autres disent on n'y croit pas, donc ne le mettez pas, sur la table. Alors que c'est vraiment l'objectif de l'Union sioniste. Ça, vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître. J'ai envie de vous répondre une seconde, parce que vous parlez très bien, et en plus vous parlez avec beaucoup de passion, et on n'est pas en désaccord. Je ne suis pas là pour vous dire que le programme du Parti travailliste ou de l'Union sioniste est ceci ou cela, bien que Colette a dit voilà, que je ne suis pas là pour vous dire que Tzipi Livni ne pense ça, ou Herzog, etc. Je suis là pour vous dire que la campagne qui est menée aujourd'hui, et c'est ça ce que j'analyse, parce que je suis analyste du discours, ne touche pas le processus de paix. Vous n'allez pas me dire le contraire, parce qu'il n'y a pas une seule vidéo où il se lance pour dire oui, il faut faire la paix. Il n'y a pas une seule... Je veux dire, la campagne ne tourne pas autour du processus de paix, et c'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils ont très bien compris qu'aujourd'hui, c'est un grand problème de se mettre à parler de paix, parce qu'on va perdre des votes, malheureusement, dans un pays où les gens sont de plus en plus désillusionnés et ils y croient plus. Et du coup, il faut parler d'autre chose, il faut parler de l'économique, il faut parler du social, parce qu'aujourd'hui, c'est urgent. Donc moi, je vous parle simplement de ce qui se passe dans la campagne. Et dans la campagne, même si Tzipi Livni, elle a toujours travaillé pour la paix, même si Herzog, il est pour, ce n'est pas là-dessus qu'il se concentre, malheureusement. Mais c'est un autre débat. Simplement, encore une fois, si effectivement, aujourd'hui, les Israéliens sont beaucoup plus sensibles à écouter ce qui fera leur avenir meilleur sur le plan social, je dis simplement que la politique de la relance du processus de paix avec les Palestiniens est principalement au sein de l'Union sioniste. Mais ça ne s'appelle pas avoir une vision, malheureusement. Ce n'est pas une campagne de vision. Voilà. C'est dommage. C'est un objectif extrêmement fort, la séparation nette avec les Palestiniens afin de conserver un État juif est la ligne majeure lorsque l'on parle de politique étrangère et de relations avec nos voisins. Et je crois que ça a été dit et redit tellement souvent que ça en arrive à être une forme de critique en disant Tzipi Livni, numéro 2 du parti, c'est l'Union sioniste, et aujourd'hui la seule à porter cela. La séparation, c'est un peu le divorce. Ce n'est pas quelque chose de positif. Ce à quoi il faut peut-être espérer, c'est vraiment qu'il y ait 2 États pour 2 peuples. Et je n'ai pas entendu ces mots dans la campagne électorale du Parti travailliste. Et pourtant, je le dis avec grande peine, le Parti travailliste était à la tête du camp de la paix en Israël. C'est lui qui a mené pendant très longtemps, qui s'est distingué. C'est pas Netanyahou le dernier qui en a parlé, justement, 2 États pour 2 peuples? Il en a parlé il y a quelques années à Bar-Ilan, et puis depuis, je crois qu'il a avalé sa langue. Il n'en parle plus. Il n'en parle plus, c'est fini. Maintenant, c'est fini, et c'est tout à fait vrai que M. Netanyahou a une grande majorité d'éléments dans son parti qui aujourd'hui disent de manière claire qu'il faut annexer les territoires, ce que personnellement je crois serait une catastrophe pour l'État d'Israël, franchement à tous les niveaux. Mais le principal, c'est de donner un peu d'espoir aux gens, c'est-à-dire de voir comment ils s'en sortent non seulement pour payer leurs loyaux, mais quel avenir
ils vont avoir pour leurs enfants. Est-ce que tous les 2 ans, parce qu'on veut seulement se séparer, il y aura encore une petite guerre, ou est-ce qu'on sortira avec un plan de paix bien à nous, avec une initiative bien à nous? Et je crois que c'est de cela qu'il faudrait s'agir. Et j'espère très franchement que s'il y aura, et je le souhaite de tout cœur, que ce soit un gouvernement mené par M. Herzog, parce que je lui fais confiance, parce que je crois qu'il sera un bon Premier ministre. Mais j'espère qu'il sera secondé, qu'il sera poussé par les gens dans son parti, mais aussi par le nôtre, parce que nous allons le soutenir, bien sûr, s'il forme une coalition, de mener une initiative de paix et non pas de se contenter de dire nous allons nous séparer parce que nous voulons un État juif. Bon. Peut-être une petite différence avec le Meretz, si vous permettez, là-dessus. Oui, bien sûr, on peut parler de mariage et de divorce. On peut rester dans l'utopie, effectivement, malgré tout, on va essayer de reprendre. Je suis convaincu qu'une initiative qui aboutirait à un accord de paix dans une séparation non douloureuse serait la plus souhaitée, la plus heureuse. Et effectivement, c'est peut-être encore une utopie pour certains. Mais s'il fallait que cette séparation soit plus nette, soit une séparation qui effectivement amène un objectif, que l'État d'Israël soit un État juif, majoritairement juif. Et à partir de là, ça veut dire qu'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, avec bonheur, mais si effectivement, malheureusement, il n'y avait pas un accord de paix dans la plus grande des harmonies, au moins que l'État d'Israël soit un État juif. Et tant qu'il n'y aura pas cette séparation, on sera dans une situation qui pourrait être catastrophique d'un État binational. C'est là le véritable enjeu. Et si avec le temps, les choses pouvaient faire en sorte qu'il y ait 2 États pour 2 peuples, c'est le souhait de tout le monde. Mais la séparation est fondamentale. Mais je vais vous répondre au niveau de la sécurité. Lorsque on se sépare, entre guillemets, de certains territoires de manière unilatérale, sans accord, c'est ce qui est arrivé dans la bande de Gaza. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. Et si vous ne mettez pas en place, lorsque vous allez négocier avec les Palestiniens, non seulement vous n'allez pas mettre juste une muraille, mais vous n'allez pas négocier des accords de sécurité au moins, là, donc vous devez négocier, et vous devez négocier un accord quelconque. On ne peut pas se séparer sans aucun accord. Je ne parle pas de séparation unilatérale. Je dis l'objectif est d'arriver à une séparation avec de la sécurité, avec tout ce qui permettra de vivre en paix des 2 côtés. Mais c'est un objectif majeur. Et, voilà. Et Mahmoud Abbas, lui aussi d'ailleurs, depuis Ramallah, hier, a appelé à une reprise des négociations avec Israël. On verra si tout cela est suivi des faits. Merci Colette Avital, merci Pierre Besnénou, merci Nadia Ellis. Dans un instant, retour de l'actualité, mais on se retrouve juste après pour évoquer justement la campagne par le biais des réseaux sociaux. Et puis Moshe Carlon, invité ce soir donc d'i24 News. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à tous sur i24 News pour ce nouveau journal que l'on débute avec cette information. Au terme de 2 jours de discussion à Ramallah, le comité central de l'OLP recommande désormais à l'autorité palestinienne de mettre en suspens la coopération sécuritaire avec Israël. Une information donc qui nous est parvenue depuis l'agence MAN, agence d'information palestinienne.
Les États-Unis surveillent de près les actes déstabilisateurs de l'Iran. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui John Kerry en visite à Riyad, où il a tenté de rassurer les monarchies du Golfe sur un éventuel accord nucléaire avec Téhéran. Le point avec la Berdugo. Opération séduction pour John Kerry. Après Montreux, direction Riyad, objectif rassurer les monarchies du Golfe inquiètes quant aux négociations sur le nucléaire iranien. Même si nous sommes engagés dans ces discussions avec l'Iran sur son programme nucléaire, nous ne lâcherons pas des yeux les actes déstabilisateurs de l'Iran dans des endroits tels que la Syrie, le Liban, l'Irak et la péninsule arabique, le Yémen en particulier. Et qu'il y ait ou non un accord, les États-Unis demeureront pleinement engagés face à l'Iran, y compris son soutien au terrorisme. Autre volet des discussions, la lutte contre l'État islamique. Plusieurs monarchies du Golfe participent aux frappes contre l'EI en Irak et en Syrie. Riyad a lancé ses premiers raids en septembre. Le ministre des Affaires étrangères a en outre déploré l'implication sur le territoire irakien de l'Iran, son rival régional. Il a mentionné le rôle de Téhéran et des milices chiites dans l'offensive menée par les forces irakiennes pour reprendre la ville clé de Tikrit. L'Iran est en train de prendre le contrôle du pays, a déclaré le prince Saoud Al-Faisal. Jugé trop proche des Iraniens par les monarchies du Golfe, les Américains doivent maintenant tenter de faire pencher la balance pour assurer leurs alliés. François Hollande a reçu à l'Elysée le chef de la coalition nationale syrienne, Khaled Khoja. Aujourd'hui, le chef de l'État a déclaré que Bachar al-Assad n'était pas un interlocuteur crédible pour lutter contre Daesh. Après, je vous rappelle, la visite de plusieurs parlementaires français en Syrie. Le chef de l'État français qui a souligné que la nécessité d'œuvrer sans relâche à la relance du processus de Genève pour une transition politique en Syrie. Le procureur argentin Alberto Nisman a été victime d'un homicide. Affirmation ce soir de son ex-femme, une magistrate qui a fait réaliser une enquête parallèle sur les conditions de son décès survenu le 18 janvier dernier. Je vous rappelle que Alberto Nisman était en charge de l'enquête sur l'attentat qui avait visé une mutuelle juive à Buenos Aires en 1994. Il accusait d'entrave à la justice la présidente Cristina Kirchner. L'enquête officielle n'est pas encore terminée, mais s'oriente vers un suicide. À la une de l'actualité également, l'ambassadeur américain en Corée du Sud a été blessé aujourd'hui à l'arme blanche par un militant nationaliste opposé à l'alliance militaire entre son pays et les États-Unis. Une agression spectaculaire qualifiée de juste châtiment par Pyongyang. Regardez. L'ambassadeur américain a été blessé à l'arme blanche ce jeudi en Corée du Sud. L'assaillant est un militant nationaliste opposé à l'alliance militaire entre son pays et les États-Unis. Son Excellence participait à une réunion autour d'un petit déjeuner dans le centre de Séoul. La présidente sud-coréenne a dénoncé une attaque visant l'alliance militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis. Mais pour le bonheur de tous, les jours de l'ambassadeur ne sont pas en danger. Je crois que pendant l'attaque, l'entaille vers le haut était légère, mais plus profonde vers le bas. Si l'entaille avait été un peu plus bas, elle aurait pu trancher son artère carotide. Heureusement qu'il n'a pas touché cette zone. La police a identifié le suspect, un homme de 55 ans déjà condamné pour avoir agressé l'ambassadeur du Japon en 2010. Il tient un blog dans lequel il exprimait cette semaine son opposition aux manœuvres militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis et estime que ces manœuvres rendent impossible la reprise du dialogue intercoréen. Ces exercices communs à grande échelle sont menés chaque année, suscitant invariablement de violentes réactions du voisin nord-coréen. Près de 30 000 soldats américains sont stationnés en permanence en Corée du Sud, une présence censée appuyer le Sud en cas de guerre avec le Nord. En France à présent, Marine Le Pen a effectué aujourd'hui une visite dans la Somme pour soutenir les candidats locaux aux prochaines élections départementales avant de se rendre également dans le département voisin de l'Aisne où elle était accueillie par une foule. On écoute. Il est vrai que c'est un des départements qui a un niveau électoral qui permet d'envisager l'hypothèse d'une victoire. Une victoire, ça reste une hypothèse tant qu'elle n'est pas entérinée par les électeurs précisément. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle nous restons prudents, mais nous mettons toutes nos forces pour pouvoir avoir cette chance incroyable de pouvoir diriger un département et montrer ce que nous sommes capables de faire. Le Front National se porte bien, c'est probablement ce qui justifie
la crise d'hystérie permanente de la classe politique, car là on est dans l'hystérie, hein, puisque pas une interview, pas une personnalité politique ne prend pas la parole pour dire qu'il faut lutter contre le Front National, combattre le Front National, empêcher la progression du Front National. Prochain journal dans 20 minutes. Bon, enfin, de toute façon, ça c'est après. On va faire une réunion dimanche. Suite de notre spéciale élection israélienne sur i24 News. Dans une dizaine de minutes, l'invité politique, ce sera Moshe Kahlon, tête de liste Kulanou, qui pourrait être l'une des surprises de ce scrutin. On aura évidemment beaucoup de questions économiques et sociales à lui poser. Mais avant cela, comme chaque soir, donc jusqu'au 17 mars, l'actualité de cette campagne qui se fait essentiellement sur les réseaux sociaux. Et on en parle avec Rudy Saada. Bonsoir Rudy. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste donc de ce secteur sur i24 News. On va évoquer un nouveau clip parce que c'est un peu la guerre des clips, hein, cette campagne électorale. Cette fois, c'est le camp sioniste, l'Union sioniste, qui s'en prend et de manière très forte à Netanyahou sur le social, Rudy. Oui, un clip qui a énormément marché depuis hier, 170 000 vues pour une vidéo qui est forte dans son ton, forte dans aussi la noirceur de sa réalisation. L'Union sioniste, à travers le très populaire acteur israélien Moshe Ivgi, dresse un portrait très sombre d'un pays désespéré par les années Bibi, et il utilise une métaphore que vous connaissez bien, la métaphore footballistique. Un match, c'est 90 minutes, et pour l'alliance Livni-Herzog, eh bien, le pays est en train de jouer sa 89e minute. On regarde. זאת הדקה ה-89. יש תחושה שמשהו ממש לא טוב קורה פה. אנחנו מיואשים, מותשים ומקבלים את החדשות הנוראיות ביותר באדישות של חולים סופניים. כל ילד שלישי במדינה הזאת רעב. זקנים שוכבים במסדרונות של בתי חולים, מחכים שעות לטיפול. אנשים בני 40 לוקחים כסף מההורים שלהם כדי לשים אוכל על השולחן של הילדים שלהם. אי אפשר לקנות דירה, אי אפשר לשכור דירה, אי אפשר אפילו לחלום על דירה. אי אפשר לישון בלילה בלי לפחד ממחבלים, ממנהרות ומהפצצה האיראנית שמטרטרים לנו עליה מבוקר עד ערב. השחיתות הנוראית הזאת שמרעילה כל חלקה טובה. זאת הדקה ה-89 ויש תחושה שמשהו ממש לא טוב קורה. אבל זאת רק תחושה. וזאת רק הדקה ה-89. יש עוד מספיק זמן עד הדקה ה-90. יש עוד מספיק זמן בשביל לנצח במשחק הזה. כל מה שצריך זה מהלך אחד. מהלך שיחזיר לארץ הזאת את מה שהיה בפעם. את הכוח, את האנרגיה, את החיוביות, את החברות, את העזרה ההדדית.
את הטוב שהיה פה בין אנשים. מהלך שיחזיר למדינה הזאת את התקווה. זאת הדקה ה-89, אבל זאת לא הדקה ה-90. כל מה שצריך זה מהלך אחד. הזדמנות אחרונה לעשות מהלך מכריע. אתם יודעים מה צריך לעשות. Voilà Jean-Charles, un clip très fort. Alors vous l'aurez compris, message clair. Message clair, on tape surtout sur la question du social qui est au centre de cette campagne, la question du coût du logement, l'écart entre les riches et les pauvres qui est un des plus élevés des pays de l'OCDE. Donc voilà, on est vraiment dans le ton du social. Alors ça se fait souvent, dans cette campagne, il y a immédiatement en général une riposte. Est-ce que c'est le cas du Likoud? Alors le Likoud répond, mais toujours en éludant la question. C'est-à-dire qu'à chaque sortie sociale du centre-gauche, le Likoud, lui, va répliquer par la question du sécuritaire et aussi par la question du manque de charisme de Bougie Herzog. Et c'est vrai en martelant que si la gauche passe, c'est un Israël faible dans une région plus hostile que jamais. Ça, c'est le message qu'on a trouvé aujourd'hui sur la page du Likoud. Alors si on parcourt les pages Facebook du Likoud et qu'on revient un peu dans le passé, il faut remonter au 22 février dernier. C'est une éternité dans cette campagne pour trouver un clip qui parle économie et qui en seulement 30 secondes défend le bilan économique du Likoud. On regarde.